Salutations enfants de la Terre et bienvenue dans le voyage de Léa, le podcast qui vous emmène dans une exploration hors du commun. Une seule destination, ce que vous êtes au cœur de vos cellules. Je m'appelle Erin, je suis la créatrice de la marque Tenso et des baumes sonores et je suis la tour opératrice de ce voyage, un peu spécial. Léa est maman et entrepreneuse. Elle a entrepris cette plongée au cœur de l'incarnation. Et avec les baumes sonores, elle a décidé d'aller plus loin, en explorant sa propre matière vibratoire à travers son corps physique. Dans cet épisode, nous abordons la 21e étape de ce voyage. Léa nous raconte sa traversée intérieure avec le baume sonore numéro 5, dédié à la glande pinéale. Vous êtes les bienvenus à bord. Pensez à vous abonner et à partager ce podcast. Bonjour Léa. Bonjour Erin. Dans l'étape précédente, nous avons exploré en profondeur la mémoire liée à cette empreinte de magie noire, qui a servi de trame à cette vie, mais aussi à d'autres. Il faut bien comprendre que tant que l'ego n'est pas ajusté, que les charges n'ont pas été libérées et que la conscience n'est pas individualisée, l'être humain vit depuis une conscience planétaire qui repose sur la fonction mécanique et répétitive de l'âme. Autrement dit, il est mu par la mémoire de l'âme. Donc là où l'ego pense vivre des expériences nouvelles, il ne réalise pas qu'il rejoue et réinterprète d'anciens personnages et des scénarios qui sont préenregistrés par l'âme. Alors, tout cela est très bien ficelé, c'est-à-dire que d'une part, la conscience est voilée et l'ego est amnésique, et d'autre part, la forme du scénario change, avec d'autres décors et d'autres costumes qui vont nourrir l'illusion de la nouveauté. Mais derrière les apparences, ce sont bien des patterns et des schémas mémoriels qui s'expriment. L'ego inconscient vit de cette réflexion de la mémoire qui se projette sur l'écran de son expérience. Or, il n'y a aucune intelligence créative dans la mémoire. Il n'y a qu'un phénomène d'accumulation et de répétition. Donc, à la place du maître dans sa demeure, on trouve un ego vassal de sa mémoire et des forces astrales qui le manipulent. À cette étape, il me semble utile de rappeler quelques enseignements de ce voyage. Dans le processus de transmutation, on peut distinguer 3 temps pour l'être en voie de conscientisation. Le premier temps est celui du vécu. Il correspond à l'histoire qui doit être traversée en lien avec cette mémoire et ce rééquilibrage karmique. Et pour toi, Léa, ça s'est joué durant ton enfance, avec le retour de ce trio toxique. Le deuxième temps est celui de l'intégration. Il correspond à la digestion lente et silencieuse de l'expérience, à l'ajustement de l'ego et à la transmutation de l'énergie. Et là, Léa, tu vois bien que la digestion peut prendre quelques années et que ça passe par le corps. C'est une phase de maturation. Et le troisième temps est celui de la libération, c'est-à-dire que ce qui a été vécu, digéré et conscientisé par l'être peut être libéré. L'ego est ajusté, le corps peut relâcher les charges énergétiques associées et c'est en substance ce que tu vis depuis le début de ce voyage. Maintenant, si tu regardes autour de toi, Léa, tu pourras constater que peu d'êtres humains sont capables de vivre ce processus et n'ont même pas conscience des sujets que nous abordons dans ce podcast. Cela montre simplement qu'il faut une certaine vibration et une ouverture suffisante, tant sur le plan de la conscience que du corps. Et si la vibration est là, le processus s'enclenche et c'est un voyage sans retour. Tout cela peut paraître relativement long à l'échelle d'une vie humaine. Et comme je le dis toujours, la lumière est au bout du tunnel et ce tunnel doit être traversé dans son intégralité. Et quand les personnes que j'accompagne soupirent lourdement en pensant à la longueur du tunnel, j'ajoute toujours « rassurez-vous, à un moment donné, le tunnel devient rétro-éclairé de l'intérieur ». C'est le phénomène de conscientisation. Nous voici donc rendus à l'avant-dernière étape de ce voyage et au baume sonore dédié à la glande pinéale. Ma première question est la suivante. Quel effet ça fait d'être enfin chez soi ? Et ma seconde question, tu t'en doutes, c'est que s'est-il passé pour toi avec ce baume sonore ? Eh bien, pour répondre à la première question, c'est délicieux d'être chez soi. Je me délecte de cet espace, à la fois
intérieur et dans mon espace de vie, puisqu'au moment où on se parle, j'ai fini mon installation dans mon nouvel appartement. Tout est tellement synchrone et intelligent qu'il y a beaucoup de joie pour moi de le constater, en tout cas. Et le plaisir est là aussi dans cette avant-dernière étape, dans les ressentis que j'ai eus pendant cette écoute du baume glande pinéale. Alors au début, dès la première écoute, j'ai senti une force magnétique qui aspirait de l'intérieur de mon crâne vers l'extérieur, comme si un aimant était placé à 2 cm de mon crâne, des résidus magnétiques noirs qui étaient placés tout le long de mes arcades sourcilières à l'intérieur et qui venaient en fait se faire extraire à travers la région du 3e œil au centre. Alors ça, c'est assez intéressant parce que cette glande pinéale qu'on associe au 3e œil représente le centre de l'intuition et de la vision subtile. Donc c'est un organe de perception extrasensorielle qui ouvre la conscience métaphysique, on va dire, et assure la connexion entre les mondes visibles et invisibles. Elle a une particularité, cette glande, c'est qu'elle contient de minuscules cristaux d'apatite dont la propriété est d'interagir avec les champs électromagnétiques. Et c'est pour ça qu'on dit de la glande pinéale qu'elle est la partie la plus magnétique du corps humain. Mais en fonction du niveau de centricité de l'être, elle peut être magnétique, mais aussi magnétisable. L'envers vaut l'endroit. Donc, dans ce que tu exprimes, c'est une épuration des résidus magnétiques de cette glande pinéale, qui est comme un écran sur lequel se projette la mémoire karmique, et en l'occurrence les vestiges de cette mémoire karmique. Donc là, dans cette avant-dernière étape, c'est comme si on venait balayer les copeaux, les résidus, qui sont effectivement de vieux implants mémoriels. Un petit peu comme un phénomène de persistance rétinienne, c'est-à-dire vous regardez fixement un objet, et puis vous fermez les yeux, et la silhouette de cet objet reste imprimée derrière vos paupières. C'est ce qui se joue là, dans cette étape. Tu as noté autre chose? Comment ça s'est manifesté au niveau du corps? Au niveau du corps, alors il faut savoir que j'ai recommencé à prendre une contraception sous forme de pilule. Ça faisait 15 ans que je n'avais pas eu de contraception hormonale. Donc j'ai eu des symptômes, notamment des éruptions cutanées, mais pas que. Donc sur le plan physique, j'avais vraiment le mot, une purge en fait. C'était ça qui était à l'œuvre et ça s'est exprimé en fait de plusieurs façons à ce moment précis. Donc je sentais vraiment ce balayage effectivement des traces, des résidus, des petites particules qui étaient comme tombées, qui s'étaient effritées de ce qu'on a défoncé et pulvérisé ces dernières semaines. Et là, mon corps le faisait ressortir de cette forme-là. Alors, il y a un double aspect dans la glande pinéale. On a parlé de cette partie magnétique, mais sur le plan physiologique, cette glande pinéale sécrète plusieurs hormones essentielles et donc elle va toucher tous les systèmes du corps physique. La régulation des rythmes biologiques, mais aussi l'immunité, la sexualité, et notamment le cycle menstruel chez la femme. Donc, en écoutant ce baume sonore dédié à la glande pinéale, tu ne fais pas que nettoyer les résidus de mémoire qui sont imprimés à l'intérieur de cette glande pinéale. Il y a aussi un reparamétrage et un nettoyage à un autre niveau de toutes les grandes fonctions vitales du corps physique, et notamment en lien avec le cycle menstruel. Et là, le timing est parfait, tu reprends une contraception et tu observes des manifestations dans le corps, mais qui pour moi ne sont pas liées ou alors de manière très mineure à ce dispositif contraceptif. Pour moi, c'est vraiment lié au reparamétrage et au nettoyage de la glande pinéale. Alors, j'ai très envie de vous lire un message que j'avais canalisé en 2022, le 18 mai 2022. À cette époque, j'étais en pleine création d'une série de vidéos sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Le Baume du jour. Je m'étais fixé pour objectif de créer une capsule de 6 minutes pour chaque baume.
Et donc, avant de créer le contenu de la vidéo, je prenais toujours le temps d'établir une connexion pour recevoir de l'information. Et quand je recevais cette information, je faisais le tri. Je gardais ce qui me semblait pertinent, ce qui pouvait être indigeste, je le mettais de côté parce que trop complexe ou pas assez accessible. Et là, en l'occurrence, concernant cette glande pinéale, j'avais reçu un certain nombre d'informations très intéressantes. Et c'était aussi une époque où j'étais très connectée à Bernard de Montréal. Je le suis toujours, mais de manière beaucoup plus subtile. Et donc, j'avais tendance à m'adresser à lui en lui disant « Bon, donne-moi des infos sur le cœur, sur le thymus, sur la glande pinéale, sur... » Voilà, et j'avançais comme ça. J'ai reçu notamment sur la glande pinéale des informations extrêmement intéressantes dont je n'ai retenu qu'une partie pour cette capsule de 6 minutes qui présente le baume glande pinéale, mais que je suis très tentée de vous lire dans son intégralité aujourd'hui. Oui, s'il te plaît, à la demande générale. Alors, la glande pinéale est un organe de perception extrasensorielle très important pour l'homme, dont la fonction a été détournée durant la période involutive. C'est en quelque sorte un projecteur de lumière dont on aurait modifié l'orientation et limité l'amplitude du spectre, ce qui fait que sa fonction originelle en a été altérée. La glande pinéale est donc étroitement liée à la période involutive, tout comme les branchies appartiennent à une espèce primitive qui aurait vécu en milieu aquatique. Sitôt que l'espèce évolue hors de son milieu, les organes ou les attributs physiques auparavant nécessaires à la survie de l'espèce dans son milieu d'origine se transforment et s'ajustent pour permettre l'expression de nouvelles facultés. Il en est de même pour l'homme nouveau, dont les phases d'évolution sont déjà inscrites en lui depuis l'origine de sa création et selon un agenda multimillénaire. Durant la période involutive, la glande pinéale a connu différentes phases de développement. Elle a notamment permis à l'homme de prendre conscience qu'il existe, au-delà du plan matériel, des forces invisibles qui, bien qu'échappant à ses sens physiques, interagissent constamment avec le plan matériel. C'est à travers cette glande que l'homme a pu ainsi développer des facultés subtiles et extrasensorielles, adaptées à la perception et à la navigation sur les plans non matériels. Compte tenu de sa structure vibratoire insuffisamment développée, l'homme n'a guère pu voyager consciemment ou inconsciemment au-delà du plan astral. La glande pinéale a joué en quelque sorte le rôle de GPS, ce qui conjointement a permis de développer le lien de l'homme avec son corps éthérique et le plan qui est rattaché. Étroitement liée à l'âme, la glande pinéale a également joué un rôle de support pour la conscience expérimentale en projetant inlassablement dans la conscience de l'homme les vestiges de sa mémoire karmique, ce qui a limité l'accès de l'homme à sa nature multidimensionnelle et atemporelle. Si cet aspect a été utilisé et détourné par les forces involutives pour implanter dans la psyché de l'homme une programmation limitante, cette fin de cycle met un terme à cet assujettissement. L'afflux massif de lumière dans l'homme et sur la Terre répond à un vaste plan d'évolution cosmique qui impacte toutes les structures du vivant, incluant le plan de l'atome. Ainsi, tout comme le corps de l'homme est appelé à transmuter sa mémoire expérimentale, la glande pinéale est elle aussi amenée à purger sa mémoire holographique résiduelle. Dans le nouveau processus évolutif de l'homme, la glande pinéale est appelée à disparaître progressivement car elle ne sera plus utile à l'homme nouveau dont les capacités extraordinaires s'exprimeront par d'autres voies. Or, un organe qui n'est plus sollicité et qui ne sert pas à l'évolution de l'homme ou de l'espèce est appelé tôt ou tard à s'atrophier puis à disparaître au profit de nouveaux supports de vie et de nouveaux canaux sensoriels plus adaptés à l'expression de l'homme nouveau de la 6e race. Pour ceux qui sont intéressés à relire ce sujet, je vais le mettre en ligne sous forme d'un article assez bref, mais là vous pourrez avoir l'intégralité du contenu concernant cette glande pinéale. Ça me semblait vraiment important de lire l'intégralité de ce texte,
dans lequel il est dit, je cite la phrase qui est très connexe à ce voyage, « Tout comme le corps de l'homme est appelé à transmuter sa mémoire expérimentale, la glande pinéale est amenée elle-même à purger sa mémoire holographique résiduelle. » C'est ce que l'on évoquait il y a quelques minutes. Oui, c'est ça. Et naturellement, solliciter la glande pinéale sollicite toutes les fonctions physiologiques du corps, y compris le cycle menstruel. Donc, s'il y a des éruptions cutanées, des irritations, des manifestations, des inconforts sur le plan physique, accueille, ça fait partie de la purge. Je pense que tu connais la chanson maintenant. Oui, absolument. Et tu me répètes assez souvent que tout est le processus et donc... Voilà, tu es juste dedans. Lors de nos échanges, tu as évoqué aussi un sujet qu'on n'a pas beaucoup abordé, qui est l'argent. Oui, et c'est très intéressant que ça vienne maintenant. Et je sais qu'il y a plusieurs de mes étudiants qui écoutent ce podcast et ça va leur parler parce que l'argent, ils le savent, est un des grands thèmes de ma vie et un des thèmes avec lesquels je travaille. Donc justement, cette semaine, il y a eu plein de dépenses prévues et imprévues qui se sont pointées. Alors, j'étais très en retard dans la déclaration de mes revenus d'impôts. Et donc là, cette semaine, c'est le moment où je vais payer mes impôts. Donc, c'est des grosses sommes. Alors, c'est pas un problème en soi, parce que j'avais prévu le coup, tout ça, mais c'est juste que ça a été une première chose qui est arrivée cette semaine. La deuxième chose, c'est que il y a eu une mise à jour d'un statut de garde partagé auprès d'un des organismes du gouvernement, donc desquels je touche des allocations. Et en gros, cette mise à jour a eu pour conséquence que le gouvernement m'écrive pour dire que je leur devais $4 000. Donc, c'est une somme qui est arrivée comme ça, sans que je m'y attende. Et puis, d'autres dépenses. Alors, évidemment que je dépense beaucoup d'argent en ce moment parce que je m'installe et j'ai dû remeubler et me rééquiper avec certains appareils dans ma maison. J'ai dû acheter des choses de quincaillerie, tout ça. Ce qui s'est aussi passé cette semaine, c'était que je suis allée chez mon garagiste pour changer les pneus de ma voiture. Et il y a eu d'autres pièces à changer, comme ça arrive parfois quand on va chez le garagiste. Et donc, la facture a été un peu salée à la fin. Alors, c'est sûr que tout est arrivé comme ça, de manière concentrée pendant cette semaine. Et là, il y a des choses qui sont remontées pour moi. Alors, différemment de ce que ça aurait pu être il y a quelque temps. Donc, j'ai plus de sentiments d'angoisse, de panique. J'ai plus de sentiments de peur qui se traduisaient vraiment par... avoir la poitrine serrée, être vraiment dans l'anxiété en fait du manque. Mais j'avoue qu'il y a une forme de doute qui quand même remontait. Et c'était le sujet en fait qu'on n'avait pas forcément abordé, mais qui est très lié aussi à plein de choses qu'on a travaillées avant, je pense. Alors, le doute, c'est la partie de toi qui a oublié qu'elle savait. Oui. C'est une première chose. Et il y a un deuxième aspect dans le doute, c'est une difficulté à être présente au présent et donc à supporter le temps. C'est-à-dire que dans l'instant, je sais, il n'y a pas de problème. Mais le lendemain, ce que je savais la veille, c'est un petit peu estompé et je commence à douter. Et puis 3 jours après, c'est le doute qui l'emporte sur ce que je savais de manière ferme il y a 3 jours. C'est ça le doute. C'est une mécanique qui s'inscrit parce qu'il y a une difficulté à supporter le temps. Donc, tu sais les choses, mais ça ne dure pas. Et le doute s'installe. Le doute, il s'installe. Il n'est pas là tout de suite. Ce qui est là tout de suite, c'est « je sais que tout est OK, pas de problème ». Et derrière ce qui arrive, le deuxième effet qui se coule, c'est le doute qui s'immisce, tu vois. Tu laisses la porte entrouverte et puis il y a quelque chose qui envahit le territoire. Pourquoi ? Parce que ce que je sais à un temps T, je ne parviens pas à le maintenir dans le temps. Ça nous ramène toujours dans être présente au présent. Ce que je sais, je le sais. Il n'y a pas d'espace pour le doute. Il y a de l'espace pour le doute si tu te projettes. Tu vois ? Alors, quand tu m'as communiqué ces informations sur l'argent, ma première réaction a été de me dire « Ah, c'est intéressant ce sujet !» Parce que c'est vraiment un sujet qu'on a peu abordé au cours de ce voyage. Alors, de mémoire, on l'a un petit peu effleuré dans l'étape 8 avec le baume sacrum et la réouverture, souviens-toi, de la porte du sacré,
qui avait engendré beaucoup de mouvements et d'abondance dans la matière. Donc là, connexion sur le sujet de l'argent, en moi, ça fait « Ah, c'est intéressant, c'est un sujet qu'on n'a pas abordé. Qu'est-ce qu'il y a derrière ?» Et là, j'ai commencé à recevoir beaucoup d'informations, puis très structurées. Et j'ai dû prendre des notes, parce que dans ce cas-là, je me fais un petit peu sténo pour ne rien oublier. Or, le thème de l'argent est très simple quand on ne le complique pas. L'argent est en effet l'un des grands piliers de ce plan matriciel. Au même titre que la loi du karma, qui est propre à ce plan et qui repose sur le concept de dette. Et ce concept de dette est vraiment très important. Le concept de dette financière est très connexe, vous allez le voir, avec le concept de dette karmique. C'est ce qui explique d'ailleurs que l'évolution de l'homme a été considérablement ralentie durant la période involutive. Depuis des millénaires, l'homme revient constamment sur ce plan pour payer une dette. Et chaque fois qu'il revient, son énergie vitale est phagocytée par des conditions de vie planétaires qui ont fini au fil du temps par faire de lui un esclave de l'argent, ni plus ni moins. Et regardez où on en est rendu aujourd'hui. Donc, le concept de la dette maintient l'homme dans l'assujettissement. Par conséquent, un être inconscient est toujours esclave de l'argent. Il travaille pour gagner de l'argent. En revanche, l'être conscient, qui bénéficie de son intelligence créative, n'obéit plus aux lois planétaires. Il est libre de la loi karmique et de la loi de l'argent. Il est libre de toute dette. Donc, plus l'être qui se conscientise se libère de la mécanique karmique infernale, plus il se libère également du pouvoir de l'argent. Ce qui ne signifie pas pour lui de ne plus avoir d'argent du tout, ça signifie ne plus souffrir de la domination de l'argent sur sa vie, tout comme il ne souffre plus, à un moment donné, de la domination de la mémoire de l'âme sur sa vie. Et pour ça, naturellement, ça demande le développement d'une conscience vibratoire et d'un état d'être centrique qui est l'objet de tout ce processus depuis le début du voyage. Et même si la spiritualité a aidé l'homme à transcender son rapport avec le monde matériel et à dépasser, ou plutôt relativiser le pouvoir de l'argent ou la place de l'argent dans sa vie, il n'en demeure pas moins que même un bodhisattva a besoin de se nourrir, de se loger et de se vêtir. Or, il y a deux terrains sur lesquels l'être conscient peut vraiment mesurer son niveau de centricité. Le plan financier et le plan affectif ou relationnel. Pourquoi ? D'une part parce que ces deux plans sont, dans la vie d'un être humain, les plus polarisés et donc les plus sujets à manipulation, et d'autre part parce que l'ego a naturellement tendance à colorer son expérience à travers son émotivité. Et pour ne plus souffrir du pouvoir de l'argent, il faut pouvoir traiter avec lui de manière totalement centrique et intelligente, c'est-à-dire de manière absolument non émotive et surtout non spirituelle. Vous ne pouvez pas traiter spirituellement avec l'argent, avec des considérations spirituelles. Vous ne pouvez pas gérer votre vie au nom de vertus supposées spirituelles qui vous desservent finalement sur le plan matériel et font de vous des indigents. Spirituels, certes, mais vous vous condamnez à manger des radis toute votre vie en vous demandant comment résoudre le manque. Par conséquent, si votre relation à l'argent est vécue à partir de votre corps émotionnel, votre expérience risque d'être très insatisfaisante et très chaotique. Donc, pour revenir à ce que tu exprimais, et notamment ces dépenses inattendues et importantes, il y a 4 niveaux de compréhension. Le premier niveau consiste à administrer la vie matérielle comme une entreprise. Le deuxième niveau consiste à considérer l'argent comme de l'énergie. Le troisième niveau consiste à savoir ne pas dépenser son énergie à tort et à travers. Et le quatrième niveau consiste à accepter le temps et collaborer avec lui. Donc je vais revenir sur ces 4 niveaux de compréhension.
Premier niveau, administrer la vie matérielle comme une entreprise. Aujourd'hui, Léa est la partie incarnée qui administre la vie matérielle de l'être en évolution que tu es. Et ce n'est pas rien. Là où tu parles de dépenses, je préfère le mot investissement. Or, parfois, administrer la vie matérielle nécessite de faire face à des situations et de faire des investissements, et même des prêts, quand on ne peut pas faire autrement. Pour quelle raison ? Simplement pour ajuster le plan matériel aux besoins de l'ego qui est en mutation. Tu ne t'es pas offerte une villa dans les Caraïbes, une Porsche Cayenne ou toute autre chose qui serait une sorte d'extravagance dans ta situation actuelle. Et quand je dis ça, il n'y a aucun jugement de ma part ici. C'est-à-dire que tu as tout à fait le droit de t'offrir une villa dans les Caraïbes, une Porsche Cayenne, sauf que dans la situation actuelle, ce serait juste pas intelligent. Or, tu es en voie d'autonomisation, avec un changement de lieu de vie et donc des investissements liés à ces changements. Et à moins de vivre au fin fond de la forêt amazonienne, c'est le prix, pourrait-on dire, de l'émancipation matérielle. C'est le prix à mettre sur la table. Pas de problème. Le deuxième niveau consiste à considérer l'argent comme de l'énergie, et notamment faire le lien entre l'argent et votre énergie vitale. L'argent, c'est de l'énergie. Et cette énergie permet non seulement de pourvoir aux besoins matériels essentiels, mais aussi de créer, d'avoir une force, une puissance de manifestation sur ce plan matériel. Un chef d'entreprise a besoin d'argent pour créer, développer son activité. De même, l'être conscient a besoin d'exprimer son potentiel créatif. L'argent est donc en lien avec l'énergie vitale et la manière dont cet être, toi, moi, nous l'utilisons au quotidien et la mettons au service de notre intelligence créative. Or, tu avais évoqué dans nos échanges le sentiment de donner trop sans beaucoup recevoir et aussi une remarque que l'on t'a faite récemment concernant cette tendance à vouloir être partout. Et donner trop et être partout sont tout à fait connexes, dans ce sens où ça nécessite inévitablement de ta part une grande dépense d'énergie. Et cette dépense d'énergie, elle est sous-tendue par la croyance que je dois donner plus que nécessaire et être partout. Et là, tu vois que ça s'appuie sur une insécurité, une crainte et un doute. Donc, à ce moment-là, c'est le corps émotionnel qui est sollicité dans ton expérience. Et que vis-tu en parallèle ? Des sorties d'argent, peu de rentrées, mais avec un petit stress en arrière-plan. Je passe maintenant au troisième niveau, qui consiste à savoir ne pas dépenser son énergie à tort et à travers. D'un point de vue énergétique, je dirais que les mouvements d'argent sont comme le flux et le reflux de l'eau, avec un flux entrant et un flux sortant, et parfois aussi de la stagnation. Pour comprendre ce phénomène, je vous propose de visualiser une voie d'autoroute surmontée d'un pont. Placez-vous sur ce pont et observez la circulation avec devant vous, sur votre droite, une file de voitures qui s'éloigne de vous et à gauche, une file de voitures qui vient vers vous. Imaginez maintenant qu'il n'y ait pas de marquage au sol et que les deux files soient prises par des voitures qui s'éloignent de vous. Il n'y a pas d'espace disponible pour des voitures circulant dans l'autre sens à ce moment-là. Et le flux est unidirectionnel, ça circule que dans un sens. Donc, pour équilibrer et réguler le flux dans les deux sens, il va falloir diminuer le nombre de voitures qui s'éloignent de vous. C'est très imagé comme ça, mais ça permet de comprendre que si vous passez votre temps à projeter votre énergie vitale à l'extérieur, en donnant beaucoup et en étant partout, eh bien le flux est unidirectionnel. Et il n'y a pas d'espace disponible pour le flux entrant, autrement dit, pour recevoir. Il y a donc un temps pour envoyer l'énergie, s'engager dans l'action et communiquer à l'extérieur, mais ce temps-là doit être suivi de temps de retrait, de silence, d'ouverture, pour laisser l'énergie vous revenir.
Et de la même manière qu'on a dit tout au long de ce voyage que le processus nécessitait des temps d'inertie durant lesquels l'activité humaine est suspendue, eh bien le processus va aussi, à un moment donné, ralentir les flux financiers. Et là où ça vient te chercher, Léa, ça vient te chercher dans le fait de dépasser le besoin d'être productive et d'accepter d'être improductive. Et on revient à passer du faire à l'être, de l'action à l'inaction, à l'accueil. Tu vois, ça n'est pas une dualité, c'est une complémentarité, une alternance. Comme le mouvement respiratoire. J'inspire et j'expire. Tu ne peux pas faire que inspirer ou que d'expirer. C'est une alternance entre une phase d'inspire et une phase d'expire. Mais les flux d'argent, c'est la même chose. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter de ça. Voir ses dépenses comme un investissement, savoir que tout est lié au processus et au reparamétrage de cette réalité matérielle. Tu vois, à un moment donné, ça s'inscrit dans la matière, avec des investissements. Mais ça n'est pas gravé dans le marbre. Et enfin, je vais vous parler du 4e niveau de lecture, qui consiste à accepter le temps et collaborer avec lui. Et là, Léa, ça nous ramène au présent et au centre. Pour l'être qui se conscientise, la disponibilité financière est étroitement liée au processus de transformation. Un état financier à un temps T est un état financier à un temps T. On a parlé de la différence entre ce que vit le corps et la tension psychologique de l'ego qui s'empare de ce que vit le corps pour se raconter une histoire stressante et anxiogène. Et là, c'est la même chose dans l'expérience avec l'argent. Tu peux vivre à un temps T des dépenses d'argent qui sont plus importantes que les rentrées. Au point neutre, c'est un fait. On peut faire l'économie de la tension psychologique de l'ego qu'il est capable d'imprimer sur une situation qui peut rester simplement factuelle. Ce n'est pas gravé dans le marbre. L'énergie interne est en cours de transmutation, ce qui peut modifier temporairement les flux d'argent. Donc c'est transitoire. Et pour ma part, j'ai pu constater que lorsqu'il y a quelques années, je souffrais du manque d'argent, je disposais toujours de l'argent dont j'avais besoin pour nourrir ma vie matérielle. Ça m'a appris à revenir constamment au présent pour constater que fondamentalement, à chaque instant, je ne manquais jamais de rien. Et aujourd'hui, ma vie matérielle et financière est parfaitement en ordre et totalement dépolarisée. Alors, c'est un sujet qui me passionne, on l'aura compris, et je trouve ça très intéressant. Et je voudrais revenir sur le premier niveau avec un exemple concret sur le rapport non émotionnel à l'argent, parce qu'effectivement, c'est un des problèmes qu'on a et que je vois souvent, c'est-à-dire qu'on est dans un rapport non intelligent, on n'a pas la tête froide, on est dans l'émotion. Et par rapport à ma situation présente, moi, j'ai une carte de crédit qui me sert beaucoup en ce moment parce que même si mon entreprise génère un chiffre d'affaires mensuel qui est quand même très décent, mes marges sont très petites, donc le salaire personnel que je me verse n'est pas suffisant pour les dépenses que j'ai en ce moment. Et cette carte de crédit, je l'utilise comme un outil, donc sans rentrer dans les détails de ce qu'est un crédit. Mais là, disons que c'est une carte de crédit avec un très petit taux d'intérêt. Et je suis complètement OK avec le fait de l'utiliser et de payer certains intérêts comme le prix à payer, c'est-à-dire que j'achète la possibilité d'emprunter cet argent pour me servir à ce moment-ci. Et c'est une décision intentionnelle, c'est-à-dire que je ne suis pas dans la peur par rapport à ça. C'est vraiment, comme on disait, comme un entrepreneur, comme une gestion d'entreprise, c'est-à-dire d'accepter qu'on contracte une dette pour certaines fins. Et avant, j'aurais peut-être pas eu cette tête froide. J'aurais pas vu que le prix que je payais, j'acceptais de le payer parce qu'il me servait, parce que le bénéfice qui était derrière, j'en profitais, je pouvais en jouir aussi. Et ça, pour moi, c'est un grand cap, c'est vraiment un changement de posture, c'est un changement de rapport, justement, où cette dépolarisation est en cours, en fait. Ce point zéro, il est de plus en plus évident. En fait, le terrain financier
est très révélateur de notre niveau d'émotivité. Et là où on devrait être le plus dépolarisé, le plus pragmatique, le plus intelligent, le plus neutre, en réalité, c'est le terrain qui active toute notre émotivité. C'est vraiment l'activateur de tout ce qu'on porte, de nos peurs, de nos doutes, de nos craintes, de nos incertitudes, de notre insécurité. Et le pire des encombrants, puisqu'on a beaucoup parlé de débarrasser la demeure des encombrants, c'est vraiment le fardeau de la spiritualité. Combien de personnes vivent des situations financières catastrophiques et qui sont pétries de ces aspirations spirituelles qui les embourbent littéralement dans une existence qui est un bourbier sans nom. Parce qu'il y a un refus d'investir ce plan matériel et financier sans solliciter aucune émotivité. Sauf que l'être qui est spirituel, il se voit spirituel. Il est un être sensible. Il revendique cette sensibilité à travers, bien souvent, une émotivité excessive qui se traduit par des principes spirituels, ce que j'ai appelé des vertus spirituelles, qui entravent son bien-être sur le plan matériel. Et là où il tente de s'élever et de s'affranchir du plan matériel spirituellement, il ne fait que s'enfoncer dans la dualité et dans la prison matérielle qu'elle peut être si elle n'est pas vécue avec un grand niveau de centricité. Effectivement, ce plan matériel, je vous le confirme, est un enfer. Mais vous le faites vivre, l'enfer. Donc, cette phase de déspiritualisation est fondamentale pour assainir ce rapport à la vie matérielle, notamment à travers le prisme de l'argent, qui n'est ni bien ni mal. Je dirais que c'est comme une arme. Le problème, c'est pas l'arme, c'est celui qui tient l'arme. Oui. L'argent, c'est la même chose. Donc, l'expérience que vous vivez actuellement par rapport à l'argent est ce qu'elle est. Point. Au point zéro, c'est une situation factuelle. Il vous revient de rester présent et de ne pas succomber ni à l'émotivité, ni à la crainte, ni au doute, qui sont un défaut de présence dans le corps et dans le présent. Et tu sais, Léa, au fond de toi, que cette situation est transitoire et qu'il faut juste laisser le temps au temps. Elle est transitoire et en plus, le comble, c'est que j'ai une confiance absolue en mes capacités à générer en fait des sommes, à produire de l'argent si tu veux, au point zéro. C'est-à-dire, je l'ai constaté, je sais comment le faire. Donc, c'est même pas un doute par rapport à moi-même, tu vois. Donc, ce doute qui s'immisce effectivement de manière assez vicieuse parce qu'au début, il est pas là et puis il met son pied dans la porte et puis ensuite il entre et il vient se coucher sur notre lit. C'est ça, c'est comme un vendeur d'assurance. Voilà. Ça n'a ni queue ni tête quand on prend un pas de recul. Je suis complètement d'accord. Mais tu vois, je pense que je suis plus en mesure là de me voir dépolariser mon rapport à l'argent dans on va dire une sortie de l'émotion et de l'émotivité, plus que dans mes relations affectives, par exemple. Je pense que c'est en cours, mais que je suis pas encore rendue au même point. Je pense que c'est plus facile pour moi de faire ce constat sur le plan financier que relationnel, pour l'instant en tout cas. Alors, se dévêtir de cet excès d'émotivité peut nous donner l'impression de devenir insensible. Mais ce n'est pas vrai du tout. C'est-à-dire que vous restez un être sensible, simplement votre sensibilité ne s'exprime plus à travers votre corps émotionnel, mais au travers d'une conscience vibratoire. Aujourd'hui, ma conscience est vibratoire, ça ne fait pas de moi un caillou. Je reste un être sensible, mais je ne souffre plus de cette sensibilité. Je ne suis plus assujettie à cette sensibilité. Donc, il y a une différence entre être émotif et être sensible. Vous pouvez tout à fait vous dépolluer de votre émotivité et rester un être sensible. Ça ne fait pas de vous un robot, bien au contraire. Mais le terrain d'expression de votre sensibilité se déplace du corps émotionnel vers une conscience qui est purement vibratoire et intelligente. Vous pouvez être sensible
sans souffrir de votre sensibilité. Souffrir d'être sensible, ça n'est pas normal. Là, il y a justement un défaut de centricité et une sensibilité qui est vécue de manière très émotive. Et beaucoup de gens se reconnaîtront dans ce que je dis. Donc ça passe par une épuration du corps émotionnel, mais aussi de ces mémoires qui réactivent des programmes d'insécurité, de peur, de crainte, de j'ai pas le droit, de je n'ai pas l'autorisation, je ne suis pas légitime, etc., etc. Ça fait partie du pot commun, si je puis dire. Bon, en tout cas, il y a beaucoup de choses qui s'implémentent là, tu vois, à l'approche de la fin de ce voyage. Oui, et ça me fait plaisir qu'on parle de ce thème maintenant parce que on signe au mois de juin les 1 an du voyage avec l'écoute des baumes, mais aussi les 1 an, enfin la première année plutôt, de mon entreprise, c'est-à-dire du parcours Vendre en conscience. Et ce thème de l'argent, et mon intention était vraiment très très claire sur le fait d'aider justement des personnes qui étaient prises dans cette forme de souffrance, du manque et d'emprise astrale aussi par rapport à ça. Et donc, franchement, ça me fait vibrer qu'on partage ce message. C'est tellement important, ça me tient à cœur. C'est vraiment le cœur de ce qui m'anime, de ce que j'ai envie de partager. Et j'en suis le cobaye. Je teste sur moi-même pour ensuite le diffuser. Donc, vraiment, ça me fait très plaisir qu'on puisse aborder ça. Et je pense que c'est un sujet clé et qui va parler à beaucoup de personnes. C'est ce que j'appelle l'enseignement par l'exemple. Tu ne peux enseigner véritablement que ce que tu as traversé et dépassé toi-même. Sinon, c'est du copycat. Oui, c'est de la théorie, quoi. C'est de la théorie. Ça n'est pas passé par le filtre de ta propre expérience. Donc, à tous ceux qui nous écoutent, si le mot argent pique un peu à vos oreilles, vous savez qui appeler. Alors, nous nous approchons de la dernière étape de ce voyage. J'en frémis, je ne sais pas ce que tu en penses. Mais... Oui, c'est pareil pour moi. Voilà, et donc, il reste un baume qui n'a pas été écouté, mais ça ne va pas tarder. C'est le baume hémisphères cérébraux. Et c'est terriblement intelligent. C'est-à-dire que tu as démarré ce voyage avec le baume ventre, qu'on appelle le deuxième cerveau. Le cerveau, on pourrait dire, primitif, très émotionnel, en lien avec les peurs viscérales. Et là, on termine le voyage avec le baume hémisphères cérébraux. C'est en quelque sorte pénétrer le disque dur de l'être en évolution que tu es sur ce plan matériel, après avoir épuré le marécage intérieur. C'est joli, non ? Oui, vraiment. Et tu vas sentir, à travers l'écoute du baume hémisphères cérébraux, d'autres ouvertures, notamment au niveau du cervelet qui se trouve à l'arrière du crâne, à la base du crâne, et qui constitue de manière très subtile le cerveau éthérique de l'homme nouveau qui s'en vient. À suivre. Donc, prochaine étape et dernière étape de ce voyage, Léa, le baume sonore dédié aux hémisphères cérébraux. Mais je ne vais pas manquer de te poser ma dernière question. Si tu devais résumer en un mot ou en une phrase ton expérience avec le baume glande pinéale, qu'est-ce que tu pourrais en dire, Léa ? Je dirais sortir de l'émotivité. C'est en bonne voie, je crois. Merci beaucoup, Léa. Je te souhaite une belle intégration et je te dis à tout bientôt pour faire le point sur l'ultime étape de ce beau voyage. Je t'embrasse. Merci beaucoup, à très bientôt. Si vous aussi, vous avez envie de vous lancer dans cette aventure intérieure, rendez-vous sur le site de la marque Tenso pour découvrir l'univers des baumes sonores ainsi que toutes les ressources mises à votre disposition. N'hésitez pas à poser vos questions ou à demander un conseil personnalisé. Je me ferai une immense joie de vous guider. Sur ce, enfants de la Terre, je vous donne rendez-vous pour la prochaine étape du voyage de Léa. Et rappelez-vous, le plus beau voyage est celui qui vous ramène à vous, dans votre centre, au plus près de votre essence fondamentale. À très bientôt.